RMC, le grand oral des grandes gueules. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Député France Insoumise, première circonscription de Seine-Saint-Denis. Vous avez entendu François Hollande met en garde Emmanuel Macron contre ce qui est acceptable ou pas par les Français. Ouais, ça me fait penser, vous savez, aux incendiaires qui reviennent sur les lieux du crime. Là, ils regardent comment la plaine s'est comportée après avoir ouvert le foyer. Non, c'est d'une indécence incroyable. Indécence. Bah, oui, je serais lui, je me tairais encore un peu plus longtemps, quoi. C'est quand même lui qui a ouvert la porte à ce qui permet aujourd'hui à Emmanuel Macron d'aller encore plus loin dans la discussion du Code du travail avec la loi El Khomri, en complicité d'ailleurs avec Emmanuel Macron. Je vous rappelle que celui-ci veut souvent nous faire oublier qu'il a gouverné, mais enfin il a gouverné le pays pendant justement ces années de loi Macron, de loi El Khomri, et il explique qu'il faut faire un peu attention maintenant. Enfin bon, tout ça est d'un cynisme et d'une indécence qui, je trouve, qualifie assez bien le quinquennat de François Hollande. Mais pourquoi, à votre avis, cette sortie Parce que je pense qu'il a envie de faire parler de lui, qu'il veut signifier qu'il n'a pas abandonné la politique, ça on le savait, mais je crois qu'il n'a pas très bien compris le désaveu puissant qu'a été celui des Français. Je rappelle qu'il s'est quand même pas présenté alors qu'il comptait bien se présenter parce qu'il n'a atteint aucun de ses objectifs, et se retrouver. Moi, je conteste la loi travail, mais parce que je contestais la loi El Khomri. La loi El Khomri a préparé, a ouvert les portes pour la loi travail aujourd'hui. Donc non, c'est quelque chose qui, je vous dis, a plus un rapport avec le cynisme et avec un côté très politicien qui, pour ma part, me dérange. Alors justement, les consultations sur la réforme du travail, elles continuent là en ce moment. Les représentants du ministère du Travail reçoivent les représentants syndicaux jusqu'à la fin de la semaine pour voir quels sont les derniers arbitrages à rendre. Quoique les syndicats disent, de toute façon, il faut attendre l'intégralité des ordonnances à la fin du mois d'août. Finalement, on ne sait pas véritablement ce qui va changer. Mais vous, quoi qu'il arrive, vous serez dans la rue pour contester l'intégralité de cette réforme. Alors déjà, on connaît quand même un petit peu ce qu'il va y avoir devant, parce que malheureusement, les ordonnances qui ont été présentées à l'Assemblée, raison pour lesquelles nous y sommes opposés. Assouplissement du CDD, fusion des instances représentatives. C'est plus qu'un assouplissement du CDD. Excusez-moi, le CDI de chantier, en réalité, c'est la destruction du CDI. Parce que le CDI de chantier, de facto, c'est un CDI qui a un cadre temporel limité, donc c'est plus le CDI. Le fait de l'inversion des normes allant jusqu'à imaginer, c'était un amendement voté à 11h du soir, que c'est pour être maintenant des accords d'établissement, même plus d'entreprise, qui pourraient faire la norme sociale par rapport à la loi. La question de la barémisation des dommages et intérêts au niveau prud'homal, qui en réalité permettent maintenant de licencier à peu près qui on veut, puisqu'on saura combien ça coûte. Enfin, tout un ensemble de mesures qui est une grande horreur sociale. Et ça, on sait que ça bougera peu. Les syndicats aujourd'hui, les échos que nous avons, on leur dit qu'en gros, on leur fait comprendre qu'il n'y a pas grand-chose qui sera discuté. Et en plus de ça, eux protestent, et je le comprends, parce qu'ils estiment qu'ils devraient être ensemble autour de la table de discussion avec le gouvernement et non pas pris un par un. Parce que finalement, Macron, c'est un peu sa spécialité, quoi. On dit à l'un ce qu'il a envie d'entendre, à l'autre ce qu'il a envie d'entendre, et finalement, ça peut... On divise pour mieux régner. Voilà, quoi, en fait, c'est ça. Enfin, les syndicats ne sont jamais d'accord sur rien. Alors si on les met tous sur la table, ils n'en sortent rien. Non, vous avez tort. Je sais pas. Là, il y en a deux déjà qui se renvoient. Regardez sur la loi El Khomri, Force ouvrière, solidaire, CGC... Quand vous parlez de code du travail, je ne sais pas quelle est votre vision, mais on a l'impression qu'il ne ferait jamais rien qui bouge. Oui, ce code du travail qui a été fait à l'époque où les gens bossaient en usine, étaient ouvriers, il n'y en a plus aujourd'hui bientôt. Donc il y a heureusement 16% en France quand même encore. 16%. Je sais qu'on veut les invisibilité, c'est pas plus. C'est pas plus, mais enfin... 16%, et si vous prenez les employés qui sont dans des tâches souvent, j'allais dire, proches finalement de ce que faisaient les ouvriers dans le temps en termes de répétitivité, etc., on est à plus de 50% de la population française. Donc les salariés qui ont besoin d'être protégés vis-à-vis du rapport de subordination qui est celui naturel d'un chef d'entreprise par rapport aux salariés, ça c'est la loi, c'est ils ont, le moins qu'on puisse dire, toujours autant besoin d'un code du travail, si ce n'est plus que lorsqu'il a été inventé il y a 100 ans. On ne dit pas qu'il n'y a pas besoin d'un code du travail, on dit seulement que le code du travail, il ne faudrait jamais rien qui bouge, alors que nous, si on gérait nos boîtes comme on les gérait il y a 100 ans, on serait mort aujourd'hui. Il n'a pas arrêté de bouger, parce que comme les chefs d'entreprise... Oui, parce que le MEDEF a demandé sans arrêt des exemptions, des dérogations, qui fait que la plupart de l'augmentation de la taille du code du travail est due à ça, justement. Donc, arrêtons avec cette histoire. Ce code du travail, il vient encore de bouger il y a un an. On nous disait la loi El Khomri nécessaire pour l'emploi, et ça n'a pas créé un seul emploi, pas plus d'ailleurs que le CICE. Si, ça va mieux, là. On a quand même des indicateurs qui sont ouverts, un chômage qui baisse, un contexte de la croissance qui arrive. Mais chacun sait que c'est pas grâce à cette loi. Ça va un peu mieux, parce qu'au niveau international, il y a un contexte global, d'ailleurs
dont il va falloir se méfier, parce que la plupart des économistes expliquent qu'on est peut-être avant une nouvelle crise spéculative, comme c'est à peu près les mêmes critères qui sont sur place, c'est-à-dire la place de la financiarisation par rapport à l'économie réelle. Donc c'est ça qui aujourd'hui fait qu'il y a un peu plus d'emplois et encore il y a un peu moins de chômeurs, de chômeurs stricto sensus, mais beaucoup plus de travail partiel qui sont développés. Mais ça n'a aucun rapport avec les lois qui ont été adaptées. La loi travail a quasiment pas été appliquée. Donc c'est un leurre, vouloir une fois encore assouplir le code du travail. Vous savez ce qui est nécessaire, vouloir cette flexibilité. Mais bien sûr, c'est un leurre. Vous savez ce qui est nécessaire, ça ne change rien. Mais ça fait des décennies qu'on flexibilise. Ça fait des décennies que les salariés dans ce pays font des sacrifices. Ça n'a pas créé un emploi. Si on voulait aller créer des emplois par rapport à la caractéristique de notre pays, qui est celui d'un pays jeune, qui a besoin de créer de l'activité, il faudrait aller chercher l'argent qui est dilapidé année après année dans des profits non investis. Vous savez qu'on est le recordman d'Europe des dividendes, on le dit rarement en France, et le remettre dans l'activité économique, dans les salaires, dans les revenus des artisans, dans les revenus des agriculteurs et autres, et de façon à relancer justement la machine économique et arrêter de penser que ce qui coûte trop cher dans ce pays, c'est le travail. C'est ça qu'on essaie de nous imposer. Ce qui coûte trop cher, c'est le capital non investi, ce qu'on appelle les profits. Marianne Soubré, maître Soubré. Il y a un point sur lequel je serais absolument toujours d'accord avec vous, c'est sur l'idée de faire en fait une indemnisation globale, fixe au prud'homme. Ça me paraît totalement invraisemblable puisque effectivement, quand il y a une rupture, on doit individualiser et on doit vraiment réparer un préjudice. Donc ça, c'est même une mesure que juridiquement, je n'arrive même pas à la comprendre, si vous voulez. Enfin, je comprends bien, mais la logique m'échappe totalement. Mais par contre, si vous voulez, le problème qu'on a en France, c'est peut-être pas forcément le code du travail et ce qu'on appelle l'absence de flexibilité, c'est le fait qu'on n'évolue pas dans ces postes. C'est-à-dire, par rapport à d'autres pays, on va faire des études et on va rester toute sa vie dans le même emploi sans jamais changer de fonction, etc. Et c'est vrai que c'est ça, à mon avis, le vrai problème aussi, c'est que dans les autres pays, en Angleterre, on vous embauche, vous pouvez aller et changer tout d'un coup d'orientation, d'activité, etc. Et est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait qu'on privilégie plutôt ? Excusez-moi, mais ça n'a... Mettons les comparaisons de côté, ça n'a aucun rapport avec la question de la travail. Qu'il y ait une formation continue des salariés... Ça a un rapport avec le problème si vous voulez, de la flexibilité en elle-même aussi. D'abord, sur les choses qui ont évolué. Je suis d'accord avec vous sur les questions prud'homales, parce que ça sécurise les licenciements. D'autant plus qu'il faut le dire à vos auditeurs, il y a quelque chose qui s'appelle aujourd'hui les ruptures conventionnées. Il y a les licenciements conventionnés qui ont touché plus de 3 millions de personnes, pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé et pas forcément bien. Oui, qui coûte très cher. Je pense que d'ailleurs, c'est pas la recette. La demande du salarié qui ne veut pas démissionner. Non, ça c'est vous qui vous donnez. Je le vis. Je le vis aussi, parce que j'étais chef d'entreprise il y a encore quelques semaines avant de député, donc je connais aussi le problème. Non, c'est pas vrai. C'est des facilités de licenciement. On licencie facilement aujourd'hui dans ce pays. Il faut arrêter, puisque je vous rappelle que les prud'hommes, c'est uniquement les licenciements abusifs. C'est pas. Oui, mais ma question c'était surtout votre vision, c'est celle un peu si vous voulez sanctuariser un travail toute la vie, toujours le même travail, et c'est un peu ça aussi. Les dérives du code du travail, ça vous enferme. Continue à considérer, là nous l'assumons, que le CDI, le contrat à durée indéterminée, qui protège les salariés, doit être le socle du droit du travail. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, au contraire, de la formation continue toute la vie. Vous savez, la richesse de notre pays, c'est la formation intellectuelle de nos travailleurs. Donc, bien sûr qu'il faudrait ça. Il faudrait mettre de l'argent dans justement ce qui permet d'évoluer de carrière, mais selon les desiderata du salarié, selon sa progression, et non pas selon quelque chose qu'on lui impose depuis des années, qui est l'idée, vous savez, c'était la patronne du MEDEF qui disait c'est comme dans l'amour, la précarité, c'est quelque chose de bon. Ben non, c'est pas plus meilleur. C'est ce que disait, c'était de ses déclarations malheureuses. Bien, donc c'était aussi faux d'ailleurs que dans l'amour, enfin a priori, ça c'est un autre domaine, que au niveau du travail, c'est pas vrai. Un travailleur qui est dans une entreprise, et d'ailleurs un chef d'entreprise qui a surtout la volonté de faire développer son entreprise et pas seulement de nourrir la rente des actionnaires, ce qui sont la plupart du temps, on veut faire en sorte que le salarié reste, parce que c'est de l'expérience, parce que c'est un acquis, parce que quelqu'un qui n'est pas dans la précarité travaille mieux, chacun le constatera. Regardez, vous risquez pas de sauter tous les jours, vous êtes plutôt tranquille à venir ici travailler votre émission que si vous étiez inquiet à savoir si demain vous revenez ou pas. Donc il faut casser cette idée. Par contre, là où vous avez raison, c'est développons la formation continue. Nous, on est pour une sécurité sociale intégrale qui permet d'avoir une continuité de vos droits, d'accord, et qui vous permet justement d'alterner des moments de formation de travail. Donc, au contraire. Est-ce que votre raisonnement par rapport à cette réforme du Code du travail, il n'est pas faussé parce que vous focalisez sur les grands groupes, alors qu'aujourd'hui, puis on a un exemple avec Johnny qui est là, qui est chef
chef d'entreprise. Vous dites vous-même que vous l'avez été, Éric Coquerel. Combien tu as d'employés, Johnny ? Nous sommes 12 à bosser. Voilà, 12 à bosser. Et aujourd'hui, on sait que ces entreprises connaissent des cycles économiques qui sont fluctuants, c'est-à-dire des cycles courts où ça peut aller pendant un temps, et puis pendant plusieurs autres mois, ça va pas. Il faut adapter. Alors on dit toujours oui, mais le salarié, c'est pas la variable d'ajustement. Oui, mais on est obligé d'ajuster en fonction du carnet de commandes. Donc comme le monde économique a changé, en plus avec la révolution technologique, il faut peut-être l'adapter. Alors, justement, mais c'est intéressant votre question. Alors d'abord, le code du travail et le fait justement de pouvoir comme ça, j'allais dire, donner une prime finalement entre guillemets aux mauvais patrons, c'est-à-dire ceux pour qui le salarié est une variable d'ajustement et qui va avoir tendance à jouer là-dessus. Le problème déjà, c'est que lui donner une prime dans un monde concurrentiel terrible, c'est faire un dumping interne absolument terrible. Pourquoi ? Parce que un chef d'entreprise qui mettra ce genre de choses en application, celui qui sera vertueux quelque part se retrouvera vis-à-vis du marché de la concurrence inévitablement désavantagé. Deuxième chose, c'est vrai de dire que les grandes entreprises ne représentent qu'une minorité. Le seul problème, c'est que je pense que vous connaissez comme moi, c'est que ce sont souvent, même de façon intermédiaire, les donneurs d'ordre en général. C'est-à-dire que vous êtes à un moment donné, quand vous êtes dans une PME, vous apercevez qu'au bout du bout, vous travaillez souvent pour des entreprises plus importantes. Et ces entreprises plus importantes, depuis des années, moi je l'ai constaté par exemple, on se retrouve avec des contrats qui à peu près sont rémunérés 40% de manière inférieure par rapport à une quinzaine d'années. Pourquoi ? Parce que l'argent, justement, de ces très grandes entreprises, elle alimente la rente. C'est-à-dire qu'elle alimente une rente qui ne sert pas à l'activité réelle, mais qui sert dans le capitalisme financiarisé. C'est ça qui domine. Bon. Et le reversement des dividendes. Tout ça, quand vous permettez justement d'assouplir le code du travail, ça permet aux très grandes entreprises ou aux entreprises qui ne veulent pas, qui, j'allais dire, sont prêtes à tout quelque part pour en finir avec la concurrence, eh bien d'avoir une fonction de dumping, une fonction d'abaissement du niveau social qui leur permet évidemment d'être plus concurrentiels. Si vous baissez les salaires, vous êtes plus concurrentiel quand vous proposez, mais qui, on le voit bien, est un nivellement par le bas et qui ne permet pas de relancer l'activité. Parce que, je termine là-dessus, ce qu'il faut dans ce pays, il y a les chefs d'entreprise vertueux n'ont pas envie de baisser les salaires. Au contraire, il faut augmenter les salaires parce que quelqu'un qui se retrouve avec des salaires pour ça, Monsieur Coquerel. Parce qu'il faut de l'argent. Je vais venir. Il faut augmenter les salaires. Pour augmenter les salaires, il faut aller prendre sur les 75 milliards, par exemple, de dividendes qui ont été cette année, ceux du CAC 40, et les remettre là où ça sert, c'est-à-dire dans les revenus du travail. Les charges, c'est pas des charges pour nous. Mais la vous TPE, savez, c'est des cotisations sociales. Non, mais d'accord, mais la TPE qui n'a pas de dividendes, etc. Comment elle fait pour augmenter les salaires ? Bien, alors, elle aura toujours les mêmes charges. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous augmentez les salaires, vous augmentez les charges sur votre salaire. Je vous explique. Nous l'avons développé dans l'avenir en commun, le programme présidentiel. Nous sommes pour une relance keynésienne, en gros. Nous sommes pour une politique de consommation, c'est-à-dire qui relance les salaires. Bon, en sachant que pendant un certain laps de temps, avant que, d'un point de vue macroéconomique, ça produise son effet, ça relance l'activité, les carnets de commandes, ça peut mettre en difficulté certaines entreprises. Et là, nous sommes pour faire en sorte que ce qui aujourd'hui sert pour toutes les entreprises à travers le CICE, qui sont à peu près 20 milliards d'envoyés tous les ans à n'importe quelle entreprise, qu'elle ait ou pas des besoins, ce qui fait qu'on a des entreprises qui ont touché 70 milliards il y a peu de temps et qui licencient aujourd'hui. Nous sommes dans ces cas-là pour justement le mettre au service des entreprises qui auront des difficultés momentanées justement à pouvoir augmenter les salaires et les aider. Mais c'est en jouant sur, j'allais dire, mais vous n'avez pas le pouvoir, vous avez été battu à la présidentielle. Vous voyez, c'est dommage parce que je donne la réponse. Vous avez été bémol dans votre formule, c'est qu'en fin de compte, on s'aperçoit aujourd'hui quand on donne du pouvoir d'achat aux gens, ils achètent, des produits importés, des produits fabriqués chez nous. Vous avez raison. Alors donc, s'il n'y a pas cette TVA, je veux dire, qu'on disait sociale, qui me paraissait être juste parce qu'on pouvait taxer également les importations, aujourd'hui, je vois pas comment nous sommes pour un protectionnisme solidaire, mais pas sous forme de TVA, parce que la TVA, c'est... Alors, j'entendais tout à l'heure votre excellente émission et votre invité, Philippe Ligébert, qui avait raison. La TVA, c'est l'impôt le plus injuste qui existe, puisqu'il n'est pas progressif. Bon. Donc, nous sommes pour des taxations sur des normes sociales et écologiques, des produits importés, si possible au niveau européen, on le proposera au niveau européen, et sinon, on est prêt à l'assumer en France, parce que vous avez raison, il faut lutter contre ce dumping généralisé qui, j'allais dire, est un peu l'alpha oméga du capitalisme aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon a été battu, vous n'avez pas le pouvoir, vous êtes... on est quelques-uns à avoir été élus. Mais mais c'est ce que j'allais dire. Mais vous êtes à l'Assemblée nationale, vous faites entendre votre voix, après c'est le jeu de la représentation nationale et c'est le jeu du Parlement, c'est-à-dire des amendements. Mais la machine est lancée, c'est-à-dire que la réforme du Code du travail... A priori, elle va passer avec Serge Jamieson, mais elle va passer donc. Mais vous serez dans la rue pour manifester. Pourquoi, finalement ?
Mais c'est pas la rue qui empêche de passer. Vous connaissez comme moi à peu près l'histoire de France. Vous avez vécu qu'à certains moments, dans l'aspect de la démocratie, il y a aussi les mobilisations, les grèves, tout ça, c'est constitutionnel, ça rentre en jeu. Bon, si, comme nous le pensons, il y a une majorité de Français qui n'est pas d'accord avec ces lois. C'est ce que nous pensons. Nous pensons qu'ils ont voté Emmanuel Macron pour battre Marine Le Pen et non pas en adhésion à un projet dont je rappelle d'ailleurs que ça a été découvert 2 semaines avant par le journal Le Parisien, avec une ministre du Travail à l'époque nous a dit « Ah non, c'est pas du tout ça qu'il y a dans le texte, n'y croyez pas ». Bon, finalement, c'est exactement ce que nous avons. Donc nous pensons que ce n'est pas majoritaire. Et si ce n'est pas majoritaire, nous pensons que nous ferons des mobilisations sociales très fortes et qui, comme pour d'autres projets de loi qui ne passaient pas dans le pays, fera en sorte que ça soit retiré. Voilà ce que nous visons. Éric Coquerel, vous restez avec nous, le grand oral des GG dans un instant, parce que puisqu'on parle du président Macron, il fait une petite mini-tournée européenne pour parler de la directive travailleurs détachés. Ça nous intéresse, ça vous intéresse, on verra quelle est votre opinion là-dessus. CSG, APL, et puis la rentrée de la France insoumise aussi. Ça, c'est dans le grand oral des GG avec Marianne, avec Johnny, avec Jimmy. À tout de suite. Grand oral des GG avec le député France Insoumise Éric Coquerel. Donc on a parlé de la réforme du Code du travail, de cette rentrée, que vous souhaitez être une rentrée sociale, de mobilisation contre cette réforme du Code du travail. Le président de la République Emmanuel Macron est aujourd'hui en Autriche, il sera ensuite en Roumanie, en Bulgarie. Il veut pousser une révision rapide de la directive européenne sur le travail détaché. Le système qui permet aux entreprises donc d'envoyer temporairement au sein de l'Union européenne des salariés dont les cotisations sociales restent versées au pays d'origine où elles sont beaucoup plus faibles. Alors, on prend toujours l'exemple du Polonais qui arrive en France. Il est payé tarif horaire normal en France, mais les cotisations versées sont les cotisations qui sont polonaises. Est-ce qu'il vous fait confiance au président Macron et avec un système encore plus vicieux, parce qu'on parle du travailleur polonais. Alors des fois, ça passe un peu pour la xénophobie, disons-le. On dit tiens, ils veulent pas. Mais en réalité, aujourd'hui, les travailleurs détachés qui viennent en France, majoritairement, sont français. C'est-à-dire qu'ils sont embauchés par des boîtes à l'étranger sur des normes sociales qui fait que là, il y a un dumping et une concurrence qui met en péril les autres boîtes en France. Et ils sont français. C'est juste pour mettre ça de côté. Alors, est-ce que vous faites confiance au président Macron? Est-ce qu'il va y arriver? D'abord, je ne lui fais pas confiance parce qu'il vient de dire... Il a été voir Mme Macron, il nous a fait un peu le même... Madame Merkel. Mme Merkel, c'est un bon lapsus. Macron, c'est un autre sujet. Il le voit dans Mme Merkel, il nous a dit vous allez voir ce que vous allez voir, un peu comme ils nous font tous. Et finalement, on n'a rien vu. Mme Merkel a dit que la politique en Europe allait continuer telle que l'Allemagne le veut. Et j'ai pas entendu M. Macron dire quelque chose. Alors non, je n'ai pas confiance. Pourquoi? Parce que là, nous sommes typiquement sur une mesure où il faut désobéir. Voilà. La France est la 2e puissance économique en Europe. On ne peut pas construire un projet européen sur la base d'une grande mise en concurrence sur des normes sociales, fiscales, totalement différentes. Donc, la France devrait dire, nous n'appliquerons plus ces mesures. Un travailleur en France, il obéit au contrat de travail en France. Parce que sinon, si on ne fait pas ça, c'est même plus la peine de parler du Code du travail. Je veux dire, vous voyez bien que c'est une manière de le contourner ou quelque part, on est dans une situation abracadabrante. Donc, je pense que c'est ça qu'il devrait dire. Et en plus de ça, il nous explique que il va essayer de le réformer en faisant en sorte que, au lieu de 3 ans, la durée d'un travailleur serait 1 an. Non, mais moi, je vous dis ce que feront les entreprises qui veulent jouer ce jeu-là. Changeront. Elles embaucheront quelqu'un 1 an, donc du coup, en plus, ils se retrouveront au chômage. Voilà, et puis ça sera quelqu'un d'autre. Non. Tout ça ne tient pas. Je pense que si on veut vraiment transformer radicalement l'Union européenne et que les peuples y croient à nouveau, c'est ce genre de mesure avec lequel il faut désobéir. On ne l'applique plus. Enfin, vous croyez que quelqu'un y ravirait la France? D'accord, mais si vous voulez, le chef d'entreprise, cette disposition lui permet d'être compétitif aussi. Non, on les autorise plus en France. Mais voilà. Mais comment on fait pour harmoniser l'Europe? Comment on fait pour que demain le Polonais gagne 3 000 € par mois et puis paye les mêmes charges que chez nous? Déjà, premier problème, c'est de faire en sorte que les normes sociales en Pologne ne deviennent pas les normes globales partout en Europe. Parce que là, ça va nous emmener vers un nivellement vers le bas catastrophique. On est d'accord. Bon, la deuxième chose, c'est comment on change les choses. La France, vous savez, derrière l'Union européenne, la géopolitique continue à exister. Il y a des États plus puissants que d'autres. On le voit bien. Mme Merkel, en gros, elle fait à peu près ce qu'elle veut quand même, par rapport à ce qu'est l'Union européenne depuis le début. Si la France, qui est 2e puissance économique en Europe, pays bientôt le plus peuplé, disait non, cette mesure-là, nous ne l'appliquerons pas. Nous sommes désolés, nous ne l'appliquerons pas. Je vous fiche mon billet que personne ne jettera la France hors de l'Europe, parce que l'Europe ne se fera pas sans la France et l'Allemagne. On le sait, nous avons un des plus gros marchés intérieurs, ça intéresse les entreprises. Mais par contre, ce qui se passera, c'est que le jour où la France va dire ça, vous allez voir qu'à ce moment-là, il y a d'autres pays qui vont dire les Français, ils ont drôlement raison.
Et ça sera une façon d'en finir avec ces... Et voilà. Et je pense que cette façon de faire, c'est-à-dire de désobéissance sur certaines mesures qui sont les plus insupportables, ça serait une façon, là, concrète, pourquoi pas, de commencer à rompre avec l'Europe qui va finalement à personne, qui est celle du seul espace économique au monde. Il n'y en a pas un autre, hein, même les États-Unis, le Japon, où on n'a aucune harmonisation sociale et fiscale, mais par contre, on a une concurrence libre. Enfin, tout ça est un non-sens. Et pour reconstruire quelque chose, il faudra vraiment repartir sur d'autres bases. Ça pourrait commencer avec la désobéissance sur le travail. Mais le but, c'est pas que de dire stop et désobéir. Le but, c'est quand même que les autres évoluent. Bien Donc, sûr. comment on fait pour mettre en place quelque chose qui soit harmonique, qu'on harmonise en fin de compte au niveau moi, européen. je pense que la France servirait d'exemplarité, que vous verriez que la France annonçant ça, je pense qu'il y a d'autres pays qui suivraient. Voilà, c'est le pari que nous faisons. Mais en tout cas, c'est plus supportable. Ça développe la xénophobie, ça développe le nationalisme, ça développe le dumping. Donc, il faut en finir avec ça. Jimmy Mohamed. J'ai une petite question. Alors, c'est vrai que c'est agréable de vous entendre parler parce que je pense que le débat est possible et la discussion est envisageable. Sur l'éducation, mon livre de table de chevet en ce moment, c'est l'Observatoire des inégalités. Et j'ai lu un truc intéressant, c'est qu'avant 12 ans, si on prend les élèves qui ont redoublé, on constate que 20% des élèves qui ont redoublé ont des parents qui sont inactifs, 10% sont des enfants d'ouvriers et 9% d'enfants employés, contre finalement 3% de professions cadres supérieurs. Et on se rend compte que ces inégalités, elles apparaissent bien avant, au niveau de la maternelle et de l'école primaire, et que tout se joue largement avant 12 ans. Et on s'accorde à dire que le CP est quand même un socle et une base qui permet soit dans l'échec scolaire, soit finalement de progresser. Vous ne trouvez pas que la proposition qui va a priori être mise en place d'Emmanuel Macron de dédoubler les classes de CP, enfin en tout cas de réduire le nombre d'enfants dans les écoles de CP de certaines zones prioritaires, enfin les ex-ZEP, dont vous êtes un peu l'élu aussi, notamment dans le 93, ça reste quand même une bonne idée. Est-ce que vous... Non mais d'accord, quand ce sera fait, mais cette mesure, est-ce que vous vous accordez à dire qu'elle est utile et qu'elle est intelligente ? Alors, premièrement, moi je suis d'accord avec votre analyse de départ. En gros, pendant très longtemps, l'éducation nationale en France a servi, dans un contexte économique qui était meilleur, mais c'était un modèle dans le côté ascenseur social. Moi, mes parents, par exemple, mon père, ses frères étaient des ouvriers qui ont dans les 30 Glorieuses, qui sont montés progressivement. Mon père est maintenant orthophoniste. Enfin, c'est des choses qui ont été permises et aujourd'hui, c'est cassé. Il faut le dire. C'est-à-dire le modèle, en gros, c'est cassé. L'ascenseur social, l'ascenseur républicain. Oui, c'est-à-dire, c'est cassé. Donc, il faut s'interroger. Première interrogation, certains nous disent, finalement, c'est le système d'éducation nationale publique français qui est mauvais. Je ne le crois pas. Je crois que nous avons, au contraire, pendant des années, eu un système qui a été paupérisé et qui a vu, justement, moins de moyens là où c'était nécessaire. On se souvient notamment des suppressions de plusieurs dizaines de milliers d'enseignants sous Sarkozy qui ont été légèrement rétabli, très très peu rétabli sous Hollande. Donc le fait de dire il faut dans des ZEP, dans des écoles prioritaires, moins d'enfants dans les classes, oui, bien sûr. Mais là, je suis d'accord avec vous avez vu, je vois mal comment on va faire ça dès cette année en expliquant qu'on va baisser de 81 millions d'euros dès cette année. Le budget est déjà voté pour l'éducation nationale et on propose de le baisser encore pour les années suivantes. Autrement dit, j'ai un peu peur que ça soit un effet d'annonce. Moi, j'ai un peu peur. Et ce qui m'inquiète plus, je vous le dis, c'est que dans le même temps, on nous explique que chaque mairie, chaque ville fera ce qu'elle veut sur la manière d'adopter le rythme scolaire, avec notamment des activités périscolaires qui sont très aussi importantes pour l'évolution des élèves, etc. Et qui là vont être souvent dépendantes des moyens de chaque ville. Donc je trouve que c'est pas la bonne manière de procéder. Maintenant, si Macron veut me prouver que j'ai tort et vraiment met les moyens pour que ça soit vraiment dédoublé, j'en serais heureux, mais j'entends que des inquiétudes du côté du monde enseignant là-dessus. Vous dites, vous n'y croyez pas. Autre projet, d'ici la fin de l'année, la mise en place de la police de sécurité du quotidien. Alors certains disent oui, c'est le retour de la proximité. Non, se défend le gouvernement, c'est un nouveau maillage des territoires, des quartiers. Vous êtes élu en Seine-Saint-Denis, est-ce qu'il y a un besoin de retour de cette police de sécurité du quotidien ? Il faut revenir à une police de proximité. Il faut en finir avec... Pour faire quoi ? Et pour faire ce que vous savez, excusez-moi, mais c'était la fameuse phrase de Sarkozy à Toulouse. Vous vous rappelez ? Oui. Cette phrase est terrible. Ouais. Il s'adresse à des policiers qui ont un rôle avec des gamins, etc. Il leur dit, vous n'êtes pas là pour ça. D'accord ? Ils ne sont pas là pour ça. On a fermé les commissariats. On a mis des bacs, des brigades de sécurité où les policiers, qui sont eux-mêmes souvent dans des conditions de précarité dans leur commissariat, arrivent, ne sont pas du coin, la trouille au ventre parce qu'on leur a raconté tout et n'importe quoi. Et du coup, on a des rapports d'une conflictualité absolument terrible que, pour ma part, je vis au quotidien et que je vois. Donc, pour cesser avec ça, oui, il faut revenir à une police de proximité. Il faut faire en sorte que
on réouvre des commissariats de proximité. Pas seulement, il faut aussi des moyens pour les centres sociaux. C'est tout un contexte de remettre en route les services publics dans ces zones défavorisées. Mais oui, ça se paye quand même. Dans quel budget on coupe pour ça? Alors attendez, excusez-moi, mais s'il y a bien un budget qui serait nécessaire, d'accord, on nous bassine sans arrêt avec les questions de sécurité. Mais vous savez ce qui est en train de se passer, c'est que comme la police nationale a vu ses effectifs diminuer depuis des années, les commissariats de proximité, eh bien vous avez des maires qui d'un autre côté mettent un paquet d'argent dans les vidéosurveillances qui a peut-être à certains moments des fois l'avantage de voir ce qui s'est passé mais ne les prévient en aucune manière. Vous avez des polices municipales qui commencent à s'armer les unes aux autres, là aussi avec une inégalité de fait entre les villes parce que chacun n'a pas les mêmes ressources. Donc nous vous le disons, nous l'assumons, nous sommes pour réembaucher des policiers au niveau national avec un grand plan de formation aussi de déontologie parce que les années qui viennent de se passer ont montré que il y a des dérives malheureusement qui se passe en termes discriminatoires, y compris dans les rangs de la police vis-à-vis des populations concernées. Les policiers, on vous dire, il faut voir aussi ce qu'on prend en Seine-Saint-Denis. Regardez les cocktails Molotov à Grigny dans l'Essonne. Je sais, et ça arrive aussi, je ne nie pas, je ne nie pas la chose, mais je sais aussi qu'à certains moments, je vous le dis, le phénomène de policiers qui sont en brigade, qui arrivent de l'extérieur des quartiers, d'ailleurs, qui choisissent pas forcément, là j'ai un exemple très précis en tête là actuellement, qui choisissent pas forcément un jeune délinquant, mais parfois celui qui juste se permet de rappeler qu'il y a du droit, etc. C'est-à-dire qu'il y a une pratique qui n'est plus possible. Les uns ne peuvent pas arriver avec la trouille au ventre dans un endroit où, comme les textes le disent, ils sont là pour reconquérir le terrain. Ça, c'est pas possible. Donc oui, si le gouvernement le fait, tant mieux. Refaisons de la police de proximité. Reconquérir le terrain, c'est parce que de fait, il faut aussi qu'on reconnaisse qu'il y a des zones qui ont été totalement abandonnées et où avec même les policiers... Terrible. Oui, non, mais au-delà de ça, même les policiers avaient pour instruction, et malheureusement, j'espère qu'ils ne l'ont plus, mais pendant des années, ils avaient pour instruction de ne pas aller dans certains quartiers parce que c'était trop dangereux. Oui, alors... C'est vrai en partie. Vous avez raison en partie. Il y a de tels lieux. Mais globalement, malheureusement, il y a aussi une espèce de généralisation où maintenant on a un affrontement de fait et quelque chose qu'il faut absolument calmer les choses. Et pour les calmer, je vous le répète, je suis pour qu'on embauche des policiers, qu'on les forme. La dernière grande réforme, c'est la loi Jox en 80 de la police. Et il faut mettre les moyens. Et là, je pense qu'il ne faut pas mégoter sur les moyens. Territoire, c'est l'emploi. Il y a rien. Et en plus, embaucher des policiers, ils consommeront, c'est bon pour l'activité. Éric Coquerel, j'ai vu que la France Insoumise avait lancé sa boîte à idées. Avant la convention nationale du 14 et 15 octobre. Vous êtes à sec, là, la France Insoumise, vous avez tout donné. Mélenchon, il a tout donné pendant la présidentielle et il a plus de jus. Et ben voilà, vous reprochez à Mélenchon de penser qu'il ne peut pas réfléchir seul et agir seul. Non, il y a longtemps qu'on considère que ce qui s'est produit par la présidentielle, on a envie de l'entendre, de l'écouter. Il y a eu 500 000 personnes qui ont signé la plateforme. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont été dans les groupes d'appui. Ces idées, alors justement, essayer de voir comment on crée une nouvelle force qui tienne en compte le fait de ne pas être un parti classique, puisque c'est un espace de recomposition, de savoir comment les gens peuvent se faire entendre, décider, agir, comment en gros... Et finir de bouffer le PS, quoi. C'est devenir... Au le PS, ça va, il s'est débrouillé tout seul pour se bouffer. Et devenir la force d'opposition. Voilà, de devenir clairement la force d'alternative à venir, d'être en gros ce qu'on appelait autrefois la gauche, mais avant que ce mot soit un peu malheureusement largement dévalorisé par Roland Denko, de faire en sorte qu'on soit l'espace politique d'alternative dans les années à venir. Durant vos vacances, puisque vous avez fait une pause, vous avez acheté Elle pour lire l'interview de Brigitte Macron. Non, on a parlé, mais non, on m'a appelé, vos confrères de RMC m'ont appelé, m'ont appelé pour me demander, non, je ne l'ai pas lu. Non. Bon, et la charte pour la première dame, la charte de la transparence, ça vous suffit? Je remarque déjà qu'ils ont un peu reculé quand même au niveau des revenus. Non, très franchement, moi, j'estime qu'il faut arrêter avec ces présidentialisations extrêmes dans lesquelles s'engage Emmanuel Macron. Et je ne suis pas pour donner un rôle spécifique de représentation à la première femme à la femme du chef de l'État. Je pense que personne n'a élu Brigitte Macron. J'ai rien contre elle, mais personne ne l'a élu. On a élu Emmanuel Macron. Malheureusement pour moi, mais il a une légitimité. Brigitte Macron n'en a pas. Voilà. Merci Éric Coquerel d'être passé par le grand oral des GG. Nous, on continue jusqu'à 13h, comme tous les jours. Dans un instant, l'avis des GG avec Marianne Soubré et ensuite le GG et vous.